Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 12 octobre, voici les titres de ce journal. La Fondation Prince-Pierre a proclamé les grands vainqueurs pour cette édition 2022. Nous vous emmènerons au cœur de la remise des prix. La crise des carburants se poursuit à Monaco, mais une station fait de la résistance. Il s'agit de Romano Energy, elle produit ses propres carburants alternatifs, vous verrez. Notre invité ce soir sera Philippe Ortelli, le président de la Fédération des entreprises monégasques. Il nous dévoilera les grands enjeux de cette fin d'année 2022 pour les sociétés de la Principauté. Et puis on vous parlera de sport également avec la Roca Team qui s'apprête à disputer son premier match d'Euroleague à domicile à Gaston-Médecin. Nous commençons cette édition avec la grande soirée de proclamation des prix 2022 de la Fondation Prince-Pierre. Elle a eu lieu ce mardi au cœur de la salle Garnier. Littérature, philosophie, musique, art, plusieurs domaines étaient à l'honneur. Et donc, vous l'imaginez, plusieurs lauréats aussi. Qui sont-ils? Élément de réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre. Débutons avec la musique et plus précisément le tremplin musical qui est cette année décerné à l'Orchestre symphonique de Kiev en Ukraine, exilé en Allemagne en raison du conflit. Le coup de cœur des jeunes mélomanes récompense lui une œuvre récente, en l'occurrence Viola Concerto de Jörg Kohler. Je n'étais jamais à Monaco jusqu'à aujourd'hui et donc ce prix, j'avais entendu de ce prix, mais c'était une surprise pour moi de recevoir ce prix de la Fondation Prince-Pierre. Surprise aussi pour Marie Vingras, coup de cœur des lycéens. Ils ont été séduits par Blizzard, son huis clos en plein Alaska. Dans le domaine littéraire toujours, le conseil présidé par son Altesse royale la princesse de Hanovre a attribué la bourse de la découverte à Thomas Louis pour son livre Chien de faïence. Le prix littéraire a été décerné à Vénus Kourigeta, originaire du Liban et connu notamment pour n'avoir jamais cessé de clamer au fil des décennies son amour pour la langue française. Je croyais avoir eu tous les prix et puis brusquement ce grand prix immense, qui est une consécration de toute mon œuvre. C'est un beau cadeau de fin de vie, je dirais. C'est tout. Le prix de la Principauté, décerné conjointement par la Fondation Prince-Pierre et les rencontres philosophiques de Monaco, revient cette année au philosophe et anthropologue Philippe Descola. Nous faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler philosophiquement des gens ordinaires pour essayer d'enrichir la philosophie par une conscience plus aiguë de la diversité du monde, en fait. Dans le domaine artistique, d'art décroche la bourse de recherche. Le prix international d'art contemporain est remis lui à Christine Soon Kim pour son œuvre The Star-Spangled Banner, dévoilée pendant le grand rendez-vous du football américain, le Super Bowl. I think it's incredible that there are people out there who I don't personally know, but still have so much faith and belief in my work. It's truly an honor. Et après la cérémonie de proclamation salle Garnier qui a permis de lever le voile sur les lauréats 2022, la remise des prix a eu lieu, elle, dans un autre cadre prestigieux de la Principauté, le Palais Princier. Alors que certaines stations-service de la Principauté ont dû fermer leurs portes, d'autres, comme Esso, n'ont plus que du diesel de disponible. La station Lorenzi vient quant à elle à peine d'être livrée aux alentours de 18h. Mais du côté de Romano Energy, aucun problème d'approvisionnement. La petite station-service située au boulevard Charles III ne connaît pas la crise. Elle produit ses propres carburants alternatifs et possède donc ses camions personnels d'approvisionnement. Le reportage de Frédéric Elion et de Thomas Deus. Depuis quelques jours, faire son plein d'essence est un véritable calvaire. La pénurie de carburant touche de nombreuses stations, en France ou en Principauté. Mais chez Romano Energy, pas de problème, une file interminable de véhicules de jour ou de nuit. La raison, depuis près d'un an et demi, la station propose un concept écologique avec des carburants alternatifs durables. On a commencé à distribuer en fait des carburants alternatifs synthétiques ou du colza estérisé à nos clients. À la station d'essence, on a implémenté cette solution à partir de avril 2021 et on a arrêté d'utiliser du gasoil de pétrole depuis cette époque-là. J'ai créé un partenariat
avec une entreprise française qui importe ce carburant de Rotterdam, du leader mondial des biocarburants. Aujourd'hui, on distribue entre 6 et 7 camions jour de ce camion-citerne de 36 mètres cubes jour. Ces carburants alternatifs arrivent donc des Pays-Bas, sont stockés dans 12 dépôts un peu partout en France, notamment à Marseille, Aix ou Monaco. La société dispose de ses propres camions pour acheminer le carburant. 3 ravitaillements sont effectués au quotidien en ce moment pour faire face à la forte demande. Donc vous voyez, ce carburant n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il ne sent rien, mais pas seulement il sent rien là, il sent rien à l'échappement. Donc c'est aussi un avantage, on va dire, de proximité aux gens qui n'ont plus d'odeur en ville. Mais sentir rien et ne pas avoir de fumée, ça veut aussi dire avoir une chute des particules fines émises en ville de plus de 80%. Ça veut dire aussi ne plus avoir de soufre en ville. Ce carburant permet de faire baisser le bilan carbone. Il est normé non cancérigène et est 100% biodégradable. L'essence est une vraie préoccupation pour tous les salariés de la Principauté. Ils ont, c'est vrai, de grosses difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail. Nous recevons ce soir Philippe Ortelli, le président de la Fédération des entreprises monégasques, pour parler justement de toutes les difficultés auxquelles les sociétés monégasques sont confrontées. Bonsoir à vous, monsieur Ortelli. Bonsoir Julia. Alors, première question qui colle vraiment à l'actualité, comment font les entreprises monégasques pour gérer ces problèmes d'approvisionnement en carburant qui impactent, c'est vrai, toutes les tranches de la population ? Nous trouvons particulièrement pas à propos que quelques centaines de grévistes en France mettent toute l'économie des deux pays en l'air et amplifient encore toutes les difficultés de circulation que nous connaissons depuis des années dans les Alpes-Maritimes. Chaque entreprise essaie de trouver des solutions. Heureusement, effectivement, il y a le télétravail qui a été mis en œuvre et qui permet à certains de rester chez eux. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas travailler qu'en télétravail. Et puis, il y a certains secteurs d'activité où la présence physique est indispensable. Et nous adaptons pour l'instant. Mais c'est vrai que ça rend de plus en plus compliqué et use nerveusement les salariés. C'est vrai que là, on fait face à cette crise des carburants, mais il y a aussi tous les jours des routes saturées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Peut-être des solutions alternatives? La fédération patronale porte depuis plusieurs années et a présenté un projet de métro Nice-Monaco. Nous en reparlerons bientôt. Au-delà, clairement, depuis 20 ans, le problème n'a pas été travaillé par les autorités monégasques, peut-être parce que politiquement, envers les monégasques, il n'est pas très porteur. Ça ne concerne que les salariés qui viennent de l'extérieur travailler à Monaco. Il faut quand même rappeler à tous que c'est ces salariés-là qui produisent la valeur ajoutée et donc la TVA qui apporte autant de richesses au pays et qui permet de construire de plus en plus d'immeubles domaniaux de grande qualité et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais tout chef d'entreprise sait qu'il faut motiver les troupes et à partir de là, un management humain responsable devrait être que l'on respecte les salariés qui viennent travailler ici et qu'on s'occupe aussi de leur temps de trajet, qui est aujourd'hui d'1h30 pour venir de Nice tous les matins, en temps normal, et presque 3/4 d'heure, 1 heure pour repartir le soir, parce que les départs sont peut-être un peu plus étalés. Mais c'est pour nous, humainement déjà, un scandale, et écologiquement, une aberration, avec un embouteillage qui génère des centaines de milliers de kilos de CO2 chaque année par l'immobilisation des véhicules, et financièrement, un gros gaspillage, surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Monsieur Ortelli, abordons également ce soir le pouvoir d'achat qui est, c'est vrai, une thématique centrale pour cette année 2022. Où en sont vos réflexions aujourd'hui? Effectivement, il n'est pas raisonnable de ne rien faire. Je ne vais pas dire qu'il faut absolument maintenir le pouvoir d'achat dans toutes les entreprises tout le temps et quelles que soient les situations économiques. Chaque cas est particulier, mais nous ne pouvons qu'inciter, toujours par principe de management, envers nos salariés à faire le maximum pour préserver le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. Faut-il revoir les niveaux de rémunération à Monaco au niveau des salaires ou faut-il plutôt appliquer des primes d'ajustement pour lesquelles, je crois, le gouvernement n'appliquera d'ailleurs pas de taxes?
Nous sommes beaucoup plus favorables à des primes que des augmentations généralisées. Il faut savoir que par rapport à la France, le salaire médian à Monaco est un tiers supérieur au salaire médian français. Bien sûr, il y a des coûts supplémentaires pour travailler sur la Côte d'Azur. Néanmoins, là encore, chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes et nous apprécions effectivement qu'il propose que les primes de maintien de pouvoir d'achat soient désocialisées afin effectivement de permettre aux entreprises plus facilement de les prendre en charge. Et c'est une bonne solution sur le court terme afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés. Outre ces salaires, comment améliorer la qualité de vie des salariés ou bien des collaborateurs concrètement en principauté ? Clairement, les demandes sont de deux ordres. Ce n'est pas des demandes salariales, à part effectivement celles cette année récemment, mais c'est les transports et le logement des actifs. Les gens se plaignent d'habiter trop loin, avec des loyers trop chers. C'est un vrai problème qui ne peut se résoudre que par une offre supplémentaire de logement d'actifs autour de Monaco. Et encore là, une offre de logement supplémentaire autour de Monaco fait que les gens viendront beaucoup plus facilement à vélo, à pied, en bus, travailler à Monaco et donc ne pollueront pas en prenant leur voiture s'ils viennent de Menton, de Roquebrune ou de Sofia et de la rive ouest du Var. Il y a aussi un gros sujet en cette fin d'année 2022, c'est la maîtrise de l'énergie durant cet hiver avec les restrictions qui vont être mises en place. Est-ce selon vous vraiment la thématique la plus importante de cette fin d'année 2022 ? Il est clair que nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour diminuer, je dirais, notre consommation d'énergie. La guerre en Ukraine, l'augmentation de prix de l'énergie, nous oblige de nouveau à réfléchir encore plus à comment réduire notre consommation, à être plus sobre, tout en maintenant la qualité de vie pour nos résidents, pour nos salariés que nous avons actuellement, qui fait partie de notre attractivité. C'est que la puissance de travail des gens que nous attirons ici, qui fait notre économie et qui fait la richesse de notre économie monégasque. Dernière question, quelle est votre position, Monsieur Ortelli, sur le temps de travail et la flexibilité justement des salariés à Monaco ? Une loi a été votée l'an dernier, elle nous paraît raisonnable, elle permet effectivement d'amortir la saisonnalité de l'activité au mois ou même jusqu'à l'année, en apportant, je dirais, une prime sur cette activité, sur ces heures qui sont aménagées. C'est quelque chose qui me paraît utile par rapport à de nombreux secteurs d'activité qui bénéficient d'une saisonnalité. Il est évident que ce soit dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, la restauration, il y a des moments dans l'année où on travaille plus que d'autres. Et avoir cette capacité de saisonnalité permet aussi aux salariés parfois d'avoir 1-2 semaines de vacances supplémentaires dans l'hiver, dans les temps creux, tout en permettant aux chefs d'entreprise d'avoir à sa disposition des collaborateurs compétents et de les motiver. C'est pour nous une bonne loi que nous devons peu à peu mettre en œuvre au sein des entreprises. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ortelli, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci à vous de m'avoir écouté. Le ministre d'État Pierre Dartout était présent pour l'ouverture des Assises. C'est le rendez-vous incontournable des experts de la cybersécurité. Et à l'occasion d'un grand discours inaugural, il a pu rappeler l'engagement de la principauté pour se prémunir des cyberattaques. Ces Assises permettent notamment de s'interroger sur les problématiques actuelles et futures de la cybersécurité et d'apporter ainsi des solutions concrètes. Elles se dérouleront jusqu'au 15 octobre au Grimaldi Forum. Les vaccins adaptés aux variants en circulation sont désormais disponibles en principauté. Vous pouvez donc d'ores et déjà bénéficier de cette dose de rappel. Pour cela, il faut prendre rendez-vous auprès du centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00 ou sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Pour rappel, ce vaccin est accessible aux personnes ayant un schéma vaccinal complet avec au minimum 2 injections de vaccin ou une injection et une infection à la Covid-19 documentés, test PCR ou antigénique positif à l'appui. Cette dose de rappel accessible à tous est particulièrement recommandée pour les personnes âgées, les femmes enceintes ainsi que pour les personnes immunodéprimées ou souffrant de comorbidité. Un mot de sport à présent, après avoir parfaitement débuté sa saison avec 5 victoires en autant de matchs, la Roca Team se prépare à recevoir le double champion en titre de Euroleague, l'Anadolu Efes Istanbul. Un match aux allures de premier test de la saison pour une équipe monégasque qui avait impressionné la semaine passée à Bologne. Présentation du match avec Yannick Debever, Thomas Deus et Clélia Renaud. Dernière répétition avant de recevoir l'un des favoris de cette saison d'Euroleague, l'Anadolu Efes Istanbul. Lors d'un tournoi de pré-saison, Monaco avait déjà affronté cette équipe pour une défaite 84-73.
Un match qui avait permis à Sacha Obradovic et son staff de peaufiner un peu plus les tactiques pour parfaitement entamer la saison. I wouldn't say it's a big test, first big test, you know, we have Bologna on the road, we have French League games on the road, like very difficult ones. Every game is a test, every game you have to have a certain approach, but for sure from the old opponents, this one is probably the most strongest one, so it's going to be a good fight. L'AS Monaco aura peut-être un avantage sur son adversaire grâce à l'expérience d'Adrien Moerman. L'actuel capitaine de la Roca Team a passé 4 ans à Efes avant de rejoindre le Rocher cet été. Oh, un avantage, non, je sais pas. Après, comme je dis toujours, je donne toujours le meilleur de moi-même, que ce soit Efes en face ou quelle que soit l'équipe. J'espère donner le meilleur de moi-même et surtout de gagner le match, c'est le plus important pour nous. On est sur une bonne dynamique. Ça nous permet aussi de nous voir où on en est aussi par rapport à notre effectif. Et c'est un match très important pour nous pour se situer dans cette Euroleague. Côté dynamique, les deux équipes affichent une très grande forme en ce début de saison en étant toutes deux invaincues. Les interrogations côté monégasque concernent les disponibilités d'Eli Okobo et Jordan Lloyd. L'arrière français est touché à la cheville alors que l'américain souffre d'un dos douloureux. Le staff décidera au dernier moment s'ils joueront ou non. Chez l'Anadolu Efes, en revanche, il est certain que Shane Larkin ne sera pas de la partie. Une absence qui sera sans doute comblée par le très grand talent du reste de l'effectif. Their achievements talk about themselves, you know, we don't need to mention those, but looking at us, we're also a really talented team, so like I said, I expect a good fight. I expect that the fans who were not here for a French League game gonna come to see our new gym, gonna bring good emotions for us, and we're gonna do our best to win this game. C'est donc un choc entre deux équipes talentueuses et ambitieuses qui vous attend ce jeudi. Le club de l'Imprincipauté attend évidemment une salle Gaston Metsa au complet pour ce premier match d'Euroleague à domicile. Et vous pourrez retrouver ce choc en direct sur Monaco Info à partir de 19h avec aux commentaires David Cosette et Stéphane Brun. Autre diffusion en direct sur notre antenne ce vendredi 14 octobre à 21h15. Vous pourrez retrouver le combat du monégasque Hugo Mikalev qui se mesurera à Ilias Kalouche à l'occasion de la Monza Fight Night. Aux commentaires pour ce combat d'Elia Kriel et Damien Siègle. Je vous rappelle que le jeune champion Hugo Mikalev en est à son 4e combat en professionnel et qu'il comptabilise pour l'instant uniquement des victoires. Je vous propose à présent de découvrir une artiste qui était de passage à Monaco cette semaine. Ghislaine El Gaoui a exposé ses œuvres le temps d'une journée au restaurant La Mome sur le quai Kennedy. Fabien Bonilla et Olivier Bonello vous font plonger dans cet univers coloré. Regardez. Les visages de femmes sont le domaine de prédilection de Ghislaine El Gaoui. Cet artiste utilise le quadrillage comme technique, ce qui donne une impression de mosaïque, un style qui fait référence à ses origines, le Maroc, où elle est née et dont le père est lui-même artiste. Peindre des visages féminins est pour elle une forme de liberté. La tradition de peinture marocaine, on n'avait pas le droit de représenter l'être humain. C'est comme si on essayait de voler l'âme. Et mon père a ouvert beaucoup cette porte en nous peignant nous et en peignant beaucoup de personnages féminins de sa famille. J'aime faire briller des femmes qui n'ont pas toujours un parcours facile dans ce monde très masculin. Et mes muses sont toujours des femmes qui ont réussi à percer les interdits, les obstacles de la vie. En plus de sa technique de quadrillage, Ghislaine El Gaoui souhaite faire briller les femmes à travers son œuvre, au sens figuré, comme au sens propre, avec dans ses cadres un système d'éclairage. J'aime la réaction de mon tableau à la lumière du jour, à la lumière de la nuit. Pour moi, un tableau doit vivre jour et nuit. J'essaye toujours de dire que j'essaye de peindre l'âme et que la lumière vous montre tous les visages d'une femme. Elle n'en a pas qu'un et ma technique me permet de faire ça. Ghislaine El Gaoui travaille la lumière avec d'autres œuvres beaucoup plus grandes comme ses voiles de bateau. Cette artiste possède une galerie à Londres. Elle était de passage en Principauté pour une exposition éphémère au Private Room du restaurant La Mome et devrait revenir prochainement à Monaco pour présenter la suite de son travail.
La Fédération des groupements français de Monaco vous présente l'exposition Florilège des jardins de Monaco qui se déroulera jusqu'au 5 novembre à la Maison de France. Le prince Albert II était présent hier soir pour découvrir toutes les œuvres proposées, à l'image de celle du peintre aquarelliste Tony Szabó qui a voulu capter la lumière et les couleurs de l'ensemble des grands jardins de Monaco. Un beau moment pour découvrir toutes les qualités des jardins monégasques. Le prince Albert II s'est également rendu à la Villa Paloma à l'occasion des derniers instants de l'exposition Excentrique bébé. Le nouveau musée national de Monaco présentait cette exposition consacrée à Christian Bérard depuis le 9 juillet. Elle a rencontré un franc succès durant tout l'été. En cette rentrée 2022, elle prendra fin ce dimanche 16 octobre. Profitez donc des derniers instants. Hier soir, le musée océanographique projetait le documentaire Monaco des princes et des océans réalisé par Franck Florino. Le prince Albert II était encore une fois présent à 19h30 pour redécouvrir l'histoire de ce documentaire. Il dévoile, je vous le rappelle, notamment l'engagement de la principauté pour la connaissance et la protection des milieux marins. Comme chaque soir, nous vous faisons un point sur les tendances météo et Vanessa Dessy a, je crois, de bonnes nouvelles concernant la journée de ce jeudi 13 octobre. Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour sur le territoire. Les températures iront de 15 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 7h40 et se couchera à 18h53 et nous fêterons les Gémeaux. Aujourd'hui avait lieu l'ouverture de la 16e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. L'objectif de cette assemblée basée sur le volontariat est de permettre aux jeunes lycéens de la principauté de toute nationalité de proposer aux autorités monégasques des thèmes de réflexion élaborés sous forme de projets de vœux débattus directement dans l'hémicycle et approuvés par un vote. Manuel Vitali était présent lors de ce conseil pour immortaliser ces échanges. Demain, vous pourrez d'ailleurs retrouver un reportage complet dans le 19h. C'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez également Émilie Rousseau à la présentation de ce journal. Moi, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Belle soirée à vous.